fait, mais effectivement avec une telle vitesse de propagation, c'est la première fois. J'ai déjà fait des gros feux, notamment les feux de Montfaron, mais celui-ci est particulièrement impressionnant par l'intensité de l'énergie dégagée par ce feu. C'est ça les principales difficultés pour vous, c'est la vitesse et le vent? Alors le vent s'est beaucoup calmé, donc par rapport au premier jour, aujourd'hui la difficulté c'est que le vent a tourné. Donc dès l'instant où vous avez un vent qui est tournoyant, comme ça avait été le cas sur les feux de la Thèse de Buch ou de l'Anguirras en 2022, ça devient très compliqué parce qu'il faut repositionner les troupes au sol et effectivement les flancs sur lesquels on travaillait changent. Et surtout le feu retourne vers des parties qui en ont brûlé, donc retrouve une énergie importante à rebours. On a du mal à imaginer à quoi va ressembler votre journée de demain quand vous allez être déployé sur ce feu. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer eh bien, le déroulé de cette journée, combien de temps vous allez passer à bord de l'avion notamment? Alors normalement, nous faisons des rotations qui vont durer entre 3 heures et 3 heures et demie. L'objectif pour nous étant d'assurer une continuité permanente sur ce chantier et de traiter les éventuelles reprises. Bon, il y aura forcément des foyers encore actifs, mais il peut y avoir des reprises déjà significatives. Et le but du jeu, c'est de les traiter avant que la chaleur ne fasse son office et donc donne au feu encore plus d'énergie. Donc, vous allez commencer, pour mieux comprendre déjà, à quelle heure vous allez démarrer demain matin? Dès le lever du jour. Voilà, alors l'objectif est d'être sur le feu aux alentours de 7h30, 8h maximum pour commencer notre action et bien sûr être en coordination avec les pompiers, avec les forces au sol. Et à partir de ce moment-là, on va essayer de maintenir une continuité aéronautique et une action permanente jusqu'au coucher du soleil. Et alors, ma question suivante, c'est quelle est la complémentarité entre vous, les Canadair, les Dash et les hélicoptères bombardiers d'eau? Alors les hélicoptères bombardiers d'eau vont être un peu plus utilisés, pardon, je vais mettre un peu de lumière, un peu plus utilisés sur les points chauds, sur des parties qui sont un peu moins accessibles pour nous par exemple, mais qui avancent beaucoup moins, alors que nous on va plutôt axer notre action sur des parties plus intenses, c'est-à-dire sur des lisières qui sont un peu plus prononcées. Après, le travail des avions retardants est un petit peu différent des avions à l'eau. On essaie de ne pas mélanger les produits de manière à ne pas rincer le produit retardant qui aurait été posé au sol, sinon il perd de son efficacité. On imagine que vous préparez énormément ce type de mission. Quels sont pour vous les principaux défis que vous allez rencontrer demain matin? Alors, la difficulté, c'est déjà de savoir sur quoi ce qu'on va trouver. Quelle sera l'étendue du chantier demain, quelles seront l'étendue des différents points chauds, leur accessibilité, est-ce que le feu aura progressé sur des zones difficiles d'accès, par exemple avec des lignes haute tension, par exemple. C'est ça qu'il va falloir découvrir au départ. Et dès l'instant où on aura un peu vu l'environnement, eh bien, on essaiera d'avoir une action continue pour être efficace. Alors vous allez voir l'environnement de visu, mais j'imagine qu'avant ça, vous regardez des cartes, vous étudiez comment le relief, le territoire sur lequel vous allez arriver? Non, tout se fait à vue, parce que entre ce que vous pouvez imaginer sur une carte et ce que vous allez trouver en réel, il peut y avoir beaucoup de différences, surtout que la fumée peut être également un élément déterminant et qui peut cacher les lignes haute tension ou d'autres obstacles. Donc c'est vraiment le visuel qui fait la différence. On dit que les pilotes de Canadair sont les meilleurs pilotes parce que justement vous allez tout faire à vue, il faut une expérience considérable. Ça fait combien de temps que vous volez? Alors moi ça fait 36 ans que je vole, je suis un ancien pilote de chasse. Après honnêtement, sans fausse modestie, nous ne sommes pas des meilleurs pilotes que les autres, nous avons une formation adaptée. Certes le passif militaire nous sert énormément et la différence effectivement d'un pilote d'avion de ligne, c'est qu'on n'a pas d'automatisme et que nous, tout notre pilotage se fait à vue, à la main et aux fesses. On n'utilise pas de pilote automatique par exemple. Vous disiez que vous êtes un ancien pilote de chasse, vous avez le sentiment d'être encore à la guerre aujourd'hui? Oui, c'est une guerre différente, mais on est en guerre contre des éléments naturels. Notre objectif étant de sauvegarder les populations, les habitations bien entendu, le matériel et les forêts. Mais c'est un combat permanent parce qu'on a aussi des troupes au sol et l'objectif c'est qu'il n'y ait surtout pas de victimes. Qu'est-ce que vous pensez de la flotte aérienne française? On reparle beaucoup évidemment de la quantité d'avions que l'on a en France, du matériel récent ou non. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Alors moi je vais tordre le cou à l'idée reçue, on parle souvent que nos avions sont vieux. Alors ça veut rien dire un avion qui est vieux. Si l'avion est bien entretenu, si on a les pièces de rechange, l'avion peut durer très très longtemps. Nos avions n'ont pas un nombre d'heures de vol suffisamment important pour qu'ils soient plus robustes. Donc on a du potentiel. La difficulté que nous avons connue ces dernières années, c'était le manque d'approvisionnement de pièces détachées qui nous faisait défaut suite à l'arrêt de la chaîne de production. Maintenant, en termes de volume d'avions, il est clair que il ne s'agit pas d'être dimensionné à outrance en disant ok il nous faut 100 avions, c'est pas vrai, parce que des feux comme ça on ne les aura pas toujours, et il faut avoir une cohérence dans les moyens qui seront mis à disposition. Donc pour être tout à fait honnête avec vous, je pense que si nous avions une flotte de Canadair de l'ordre de 16 appareils, ça nous permettrait d'assurer à minima 3 Noria de 4 Canadair en permanence, et appuyé par une flotte de Dash composée de 8 à 10 avions, ce serait parfait. Il y a également nos avions de coordination à rénover, qui sont un peu plus vieux, ceux-là, et effectivement qui manquent peut-être un petit peu de performance aujourd'hui. Commandant, on va vous laisser vous reposer parce que vous vous levez très tôt demain. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette mission? Eh bien écoutez, surtout qu'il n'y ait pas de victimes. Voilà, c'est surtout ça, le maître mot, c'est que on a déploré effectivement une victime et quelques blessés assez sérieux d'ailleurs chez nos amis pompiers au sol. Je tiens à leur rendre hommage, et notre objectif surtout à nous, c'est de revenir sains et saufs et en ayant accompli notre mission. On vous souhaite bon courage pour demain matin, Thierry Louane, et merci de nous avoir expliqué un petit peu mieux ce métier. C'est vrai qu'on vous voit passer dans le ciel, mais on ignore souvent les conditions dans lesquelles vous travaillez. Une petite question avec vous, Ludovic Pingano, parce qu'on vient d'entendre Thierry Louane, lui va décoller demain matin, mais cette nuit, le Canadair, il y a des hommes aussi qui travaillent dessus. Hein. Oui, Thierry Louane le disait très justement, les avions sont certes vieux, pour autant, ils restent très opérationnels, et s'ils restent opérationnels, c'est notamment grâce aux opérations de maintenance qui sont assurées la nuit par les hommes de l'ombre. Alors jusque il y a quelques années, même l'année dernière, on avait du mal à maintenir opérationnel l'ensemble de la flotte, justement pour des problèmes de maintenance. On avait l'année dernière à peu près 50% seulement des avions qui étaient disponibles sur l'ensemble de la saison. Cette année, le Premier ministre l'a annoncé tout à l'heure, on arrive à peu près à 90% de disponibilité des aéronefs. Donc ça a considérablement évolué. Il y a eu des très très gros efforts de réaliser justement après les incendies en Gironde de 2022 pour régler ce problème, parce que on a assez d'avions, mais encore faut-il que tous ces avions soient opérationnels. Donc cette nuit, depuis que les avions sont rentrés, chaque avion va faire l'objet d'opérations de maintenance qui vont durer 3 heures, 4 heures par avion, pour que demain matin, les pilotes puissent les utiliser et voler en toute sécurité. On va retourner dans l'Aude avec Théo Bassilana, l'un des envoyés spéciaux de BFM TV. Théo, vous êtes toujours à Tuchan, auprès des sinistrés qui viennent des zones en fait les plus touchées par le feu et qui rejoignent cette mairie de Tuchan qui, elle, n'est pas touchée et qui peut abriter les sinistrés. Exactement, ils sont ici au total 230 personnes à avoir été évacuées et gentiment hébergées ici dans la commune de Tuchan. On voulait vous montrer quelque chose et je vais parler un petit peu moins fort parce qu'en fait il y a une ou deux personnes, pour l'instant très peu de personnes qui sont couchées dans cette salle, mais on a plusieurs dizaines de lits picots qui sont, si vous pouvez voir sur ces images, on a donc une quarantaine ici de lits picots qui sont présents, des lits picots qui ont notamment été mis en place donc, par la commune et la sécurité civile. Je suis avec vous, Michel, vous êtes adjoint à la mairie. Pourquoi, pour vous, c'était si important de mettre tous ces lits-là en place pour ces personnes évacuées? C'était tout simplement la solidarité entre communes, puisque le village d'Ille-Aubin était très touché par cet incendie. Donc la solidarité a fait que on a mis en place une première salle avec 40 lits, plus 2 autres salles, de façon à accueillir. Et aussi, il faut dire, les habitants de Tuchan ont fait l'effort de venir vers nous pour prêter leur chambre et accueillir les personnes les plus âgées. Voilà, c'est des actes de solidarité. Pourquoi il y a une solidarité comme ça qui se met en place? On a l'impression que c'est presque naturel. On a rencontré toute la soirée plusieurs habitants, vous l'avez dit, qui reçoivent chez eux des sinistrés. La mairie aussi s'organise. Pourquoi particulièrement ici dans cette commune, il y a toute cette organisation qui se met en place aussi rapidement? Alors je ne sais pas si ça se passe ailleurs, mais dans les Hautes-Corbières c'est comme ça.
quand il y a des moments très difficiles et très durs, on se retrouve tous ensemble. On l'a déjà vécu par ailleurs pour d'autres incendies, ou notamment les inondations de 1999, où les villages avaient été très touchés. Et évidemment, de suite, tout le monde est là pour faire le mieux, avec tous les malheurs qui arrivent pour les uns et les autres. On a aussi, est-ce qu'il y a des histoires qui vous ont touché? Vous êtes en contact des habitants là depuis hier, toute la journée, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des histoires qui vous ont touché? Vous vous êtes dit, on ne pouvait pas les laisser dehors, ces gens-là? Alors je ne vais pas répondre tout à fait comme ça, parce que le retour que nous avons eu de tous ces gens-là qui étaient des naufragés, qu'ils soient personnes, c'est tout, tous nous ont dit merci. Et ça, pour tous les bénévoles, que ce soit le personnel de la mairie, ceux qui sont venus comme ça spontanément, et la commune, on a fait ce qu'il fallait. Pour vous, c'est le plus beau des cadeaux, j'imagine, ce merci. Voilà, c'est ça, voilà. Et on est prêt à toujours accueillir, parce que par le passé, nous aussi, on a eu des problèmes. Et c'est le retour pour bien réaccueillir ces gens-là. Voilà, pardon. Merci, il n'y a pas de souci, Michel. Merci, on vous sent aussi fatigué. Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut expliquer, c'est que ce sont des personnes qui sont mobilisées depuis hier, chaque heure, qui ont très peu dormi. Donc il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Michel, pour votre témoignage. Vous l'avez compris ici, donc plusieurs centaines de personnes, 230 personnes qui sont accueillies, soit ici dans des locaux de la mairie, soit directement, on l'a vu tout au long de la soirée, chez des habitants de Tuchan. Merci beaucoup Théo Bassilana avec Dominique le Picard, et puis remercier aussi votre invité évidemment Marc Rolland. Je vous voyais regarder tout cela avec beaucoup d'attention, et ce que l'on ressent ce soir, c'est qu'au-delà du drame, au-delà des sinistres, des maisons qui ont été détruites, il y a aussi beaucoup d'entraide et d'humanité dans ces moments-là. Dans ces circonstances aussi dramatiques, je pense que les personnes de bonne composition retrouvent les fondamentaux du bien vivre ensemble, de la solidarité. Et dans ces zones campagnardes, qui sont notamment les zones d'expression de la gendarmerie, là où nous sommes chez nous, dans notre territoire, au cœur de nos populations, nous savons que nous pouvons compter sur des mairies, sur des élus, sur des populations qui, en cas de coup dur, retrouvent le sens de la fraternité et de la solidarité. Il y a l'entraide, la solidarité dont on va continuer évidemment à parler sur ce plateau, et puis il y a l'aspect scientifique de cet incendie, parce qu'on a envie de comprendre évidemment comment on en arrive à un tel feu. Anthony Ferry, on parle d'un pyrocumulus qui s'est formé au-dessus de l'incendie. De quoi s'agit-il exactement? Alors c'est un événement rare qui se développe uniquement au niveau des très gros incendies, et que vous voyez ici à l'image, c'est vraiment ce panache très foncé, en fait pyrocumulus, nuage de feu. Comment est-ce que ça se forme? Eh bien, au sol, au cœur des flammes, la température avait comprise entre 800 et 1200 degrés. Et cette chaleur, forcément, elle va réchauffer l'air. Cet air étant plus chaud, moins dense, il va s'élever, c'est le principe d'une montgolfière. Et en altitude, il va former ce nuage que l'on reconnaît à son aspect un peu sombre parce qu'il y a de la suie à l'intérieur. Et le problème de ce nuage, eh bien, c'est que en dessous de lui, il va pouvoir faire régner ses propres conditions météorologiques, des vents très violents, donc qui malheureusement vont compliquer le travail des pompiers, mais aussi potentiellement de la foudre qui peut à nouveau donc générer de nouveaux départs de feu. Un cercle vicieux qui fait très peur. Il y a aussi cette image vue de l'espace très impressionnante. Alors là, on va pouvoir effectivement prendre clairement de la hauteur, puisque nous sommes, grâce à ce satellite géostationnaire, à 36 000 km d'altitude. Et vous voyez, eh bien, le feu, un tout petit point au niveau donc de l'Aude. Alors là, nous sommes en pleine nuit, et à quoi correspond bien cette image, et à quoi nous sert-elle? Elle va nous permettre, grâce à ces satellites géostationnaires, de pouvoir évaluer d'ici quelques heures, d'ici quelques jours, la surface végétale qui a totalement brûlé. Ce sera très précis, ce sera très important, très précieux pour les pompiers. Merci beaucoup Anthony Ferry pour ces explications extrêmement précises. Il est 23h, édition spéciale sur BFM TV. Cela fait plus de 30 heures maintenant que les pompiers travaillent sans interruption pour venir à bout de ce gigantesque feu. Tous les services de la nation sont mobilisés, et on va tout de suite retrouver Alexandre Joissard, porte-parole de la sécurité civile. Merci d'être en direct sur BFM TV. Vous l'étiez déjà hier soir à la même heure. Malheureusement, vous nous appreniez de mauvaises nouvelles parce que le feu progressait très vite. Est-ce que c'est toujours le cas ce soir, ou est-ce que les choses se sont un peu améliorées ?
Écoutez, le feu a progressé plus légèrement en fin de journée. J'ai eu la chance d'échanger avec le directeur adjoint du SDIS de l'Aude, Michael Sabot. Il m'a expliqué qu'il y avait eu un vent qui avait tourné à 180 degrés, c'est-à-dire que l'ensemble des secteurs opérationnels ont dû être changés, c'est-à-dire inversés. Le flanc gauche est devenu le flanc droit, l'arrière à l'avant et l'avant l'arrière. Ça nécessite aussi une réadaptation des moyens sur place, puisque ça signifie que le feu va aller à contresens. Et donc c'est par moments un peu déroutant pour les équipes sur le terrain si ce n'est pas bien précisé. Mais tout cela est bien coordonné par les équipes du service incendie de l'Aude, qui a été bien renforcé puisque plus de 2000 sapeurs-pompiers sont encore présents sur les lieux. Sapeurs-pompiers qui vont rester cette nuit encore? Oui, bien sûr, ils vont rester cette nuit et demain, ils vont de nouveau être sur le terrain et ils vont être aussi complétés par des moyens aériens. C'est un échange qu'on a eu aussi avec le Centre national de coordination avancée de la sécurité civile basé à Nîmes en fin de journée. On a pris l'information et la stratégie est la suivante. Demain matin, au plus tôt, au lever du soleil, les avions prendront le départ pour pouvoir venir en aide aux équipes terrestres. Colonel Joissard, quel est le bilan humain parce qu'il s'est malheureusement aggravé tout au long de la journée? Alors concernant le bilan humain, comme vous le savez, on déplore une personne décédée depuis hier. On a eu aussi une personne gravement brûlée hier lors de l'évacuation. Et puis au sein de nos effectifs, on a eu aussi une personne blessée gravement. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour lui adresser tout notre soutien au nom de la direction générale. On pense fort à lui ce soir. Ensuite, on a d'autres personnes qui ont été un peu plus blessées un peu plus légèrement lors des évacuations, dans la panique et puis dans la volonté aussi pour certains de vouloir éteindre les dernières brindilles ou les derniers risques de chaleur à proximité des maisons. Et en ce sens, je le rappelle, ne pas prendre de risques pour essayer d'éteindre ce feu avec tous les moyens qui sont mis en place, à savoir plus de 2000 sapeurs-pompiers et les moyens aériens. Vous voyez, on est encore dans la lutte après plus de 24 heures, donc c'est pas nécessaire de prendre ces risques-là. Et ensuite, sur le reste, il faut dire qu'on a un bilan qui est assez faible par rapport à la gravité du feu, justement grâce aux équipes qui ont travaillé d'arrache-pied hier soir et qui ont pris des risques absolus pour pouvoir protéger des habitations et les populations. Et sans l'appui des moyens aériens, sans le travail de ces équipes-là, on aura un bilan bien plus lourd ce soir. Quel conseil justement ce soir vous donnez aux habitants de la zone? Je pense à ceux qui sont confinés dans leur maison. Alors le conseil, il est le même que depuis 24 heures. Bien suivre les avis d'autorité. Les maires ont fait un travail remarquable, la coopération et la coordination depuis la préfecture également. Donc les informations qui ont été données au compte-gouttes ont permis d'évacuer lorsqu'il était nécessaire d'évacuer. Et puis par d'autres moments, il faut confiner. Ça, c'est la règle absolue, c'est-à-dire lorsque vous n'avez pas d'ordre d'évacuation, restez bien à l'intérieur. Et quand je dis à l'intérieur, c'est à l'intérieur d'un bâtiment en dur. C'est là où vous êtes à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri lorsque vous êtes dans un véhicule et vous n'êtes pas à l'abri lorsque vous êtes au sein d'un massif forestier, même si vous voyez le feu au loin. Donc bien rester à l'intérieur d'un habitat. Hier, vous déploriez des comportements parfois gênants de personnes un peu curieuses qui s'arrêtaient au bord de la route pour regarder les pompiers travailler. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez encore constaté aujourd'hui ou est-ce que les consignes sont bien passées? Écoutez, dans l'ensemble, en tout cas du retour du terrain, on a une application des consignes. Je pense que aussi lié aux différentes remontées d'informations et à ce qu'on a pu vivre dans les premières heures, il y a toujours un moment de panique. Il faut aussi se mettre à la place de ces personnes qui peuvent tout perdre. Mais c'est bien pour ça que je profite de votre antenne pour le dire. Ne pas prendre de risques inconsidérés. Et évidemment, un bien est important, une maison pour laquelle on a travaillé toute sa vie, c'est évidemment important, mais ça ne vaut pas la peine de perdre la vie. Donc ne pas prendre de risques inconsidérés. Aujourd'hui, on a des forces importantes sur zone. J'ai parlé de 2000 sapeurs-pompiers. Je peux également vous parler des sapeurs-sauveteurs de la sécurité civile avec leurs moyens spécialisés, notamment en retardant, qui peuvent faire les mêmes actions durant la nuit ou en fin de journée que les avions Dash qui passent toute la journée. Donc ces moyens-là permettent de protéger les habitations et aujourd'hui, il y a un contrôle de la situation par rapport à ces évolutions potentielles. Ensuite, sur l'extinction, on le sait, on n'est pas sur un feu normal, on est sur un feu énorme, vous l'avez dit, plus de 16 000 hectares parcourus. Il y a aussi une différence entre la surface brûlée et le parcouru, mais peu importe, on a plus de 10 000 hectares sur la surface brûlée, donc c'est la même chose. On ne va pas pouvoir éteindre ce feu en plusieurs heures, on va être sur plusieurs jours de lutte et de travail acharné, et c'est ça qui attend les équipes encore demain.
Alors, on sait que la nuit aéronautique est en cours, mais évidemment, les actions ne s'arrêtent pas. Vous l'avez dit il y a un instant, il y aura encore 2000 pompiers sur le front cette nuit. Quelles sont les actions spécifiques menées la nuit? Alors, le travail la nuit est un travail spécifique dans le sens où on gagne, on a des points favorables et on a des points défavorables. Concernant les points favorables, on a de l'humidité en plus, on a en général le vent qui s'estompe, et donc ça permet aux équipes de travailler sur certaines zones qui étaient soit difficiles d'accès, soit qui ne permettaient pas de pouvoir éteindre l'incendie ou en tout cas de taper les lisières. Et là, je le dirai peut-être tout à l'heure, mais on a 90 km de lisière, donc c'est énorme en termes de surface. Et ensuite, il y a des points défavorables. Le point défavorable, c'est évidemment la lumière, la luminosité, et puis pour les équipes au sol, ne pas avoir d'appui aérien avec les hélicoptères qui ont tourné toute la journée, avec les avions. Donc vous voyez, c'est une balance avec tous ces éléments-là à prendre en compte. Mais ça, c'est le rôle des équipes qui sont présentes sur le terrain. C'est pour ça qu'il y a 4 postes de commandement qui ont été réalisés pour avoir ces 4 secteurs bien sous surveillance, c'est-à-dire la droite, le flanc droit, le flanc gauche, l'avant et l'arrière. Et ça permet aussi de coordonner ces moyens et de rééquilibrer les moyens durant la nuit. C'est tout le travail qui est mené par des spécialistes feux de forêt formés à l'école à Valabre, qui est l'école spécialisée de la sécurité civile en ce sens. Vous parlez beaucoup de ces lisières parce que maîtriser évidemment les bordures de cet incendie, c'est la première des missions. Oui, là on est sur un travail de resserrer le feu. Le problème de ces lisières, il faut imaginer 90 km avec des sources, avec des points chauds. Si vous avez ces points chauds, c'est comme des barbecues, des feux de camp qui seraient à l'air libre et qui seraient en potentiel nouveau feu qui pourrait se propager. Et donc en ce sens, le travail primordial est celui des lisières, celui de resserrer les flancs. Et lorsqu'on va pouvoir resserrer à force le feu, on n'aura ensuite plus que le cœur à traiter et ça sera beaucoup plus simple et pour les moyens aériens et pour les moyens terrestres. Donc oui, c'est ce travail-là qui est primordial actuellement par les équipes. Colonel Joissard, on sait que le feu ne sera pas éteint cette nuit, c'est impossible. Est-ce que vous espérez que demain, il pourrait y avoir des vraies améliorations sur ce front de cet incendie gigantesque? On rappelle que c'est le plus grand depuis 1949. Alors, on a plusieurs phases dans ce type de feu. Si là on parle de l'instant présent, on va avoir une nuit qui est assez importante sur laquelle on va vraiment faire travailler au maximum les équipes dans les conditions de sécurité dont je vous ai parlé précédemment. Et puis demain matin, on va faire un point, c'est-à-dire que le premier survol est primordial. On va avoir nos avions de reconnaissance qui ont des boules optroniques qui nous permettent d'avoir un vrai tour du feu et aussi la création et la clarté sur les points chauds qui demeureraient. Comme ça, à 7h30, 8h du matin, on a déjà une vision claire de ce qu'on peut envisager stratégiquement. Ensuite, sur ce qu'on a en annonce météorologique, on sait que demain matin, on aura des opportunités. Et ensuite, demain après-midi, on pourra avoir un vent qui force un peu. Et si le vent réatteint 20, 25, 30 km/h, là, on a de nouveau des zones un peu plus complexes. Donc vous voyez, on a 3 phases qui attendent les équipes sur le terrain. Il est difficile de pouvoir vous donner clairement un avis optimiste ou pessimiste. Là, nous, on est plutôt sur du pragmatisme et dans la volonté de faire avancer un maximum la situation. Et vous l'avez vu, à côté, on a d'autres services qui permettent d'accueillir les personnes impliquées qui doivent être à l'abri ce soir, soit en proximité dans les villages, soit dans des gymnases. Merci beaucoup, colonel Joissard, pour ces explications toujours aussi précises. Et on a eu une pensée aussi pour le pompier gravement blessé dont vous parliez tout à l'heure. Merci encore. Il est 23h08. Le colonel l'évoquait. La météo va être un point essentiel demain et c'est ce qu'on va voir avec Anthony Ferry, journaliste météo BFM TV. Quelles sont les prévisions pour demain? Est-ce qu'il y a des améliorations possibles pour les pompiers notamment? Alors, déjà, vous allez pouvoir le voir à partir de cette nuit. Tout d'abord, le vent, hier, passait de Ribaute vers la Méditerranée. Mais là, cette nuit, eh bien, il a totalement changé de direction. Vous le voyez, il vient de la mer. Il vient précisément de l'est. Et donc, le feu va faire demi-tour et va légèrement dévier vers les Pyrénées. Il s'est en plus affaibli. Demain matin, il sera toujours aussi faible puisque à 8 heures, eh bien, vous le voyez, il n'y aura quasiment pas de vent. Ça va permettre aux pompiers de pouvoir l'attaquer, de pouvoir le matraquer. Il va falloir faire vite. Pourquoi? Parce que dès 13 heures ce jeudi, eh bien, le vent va continuer, il va se relever. Il viendra toujours de la Méditerranée, donc il apportera tout de même de l'humidité. Mais vous le voyez, les rafales atteindront les 30 km/h. Monsieur Joissard le disait à l'instant, dès qu'on atteint les 20-25,
Malheureusement, c'est défavorable. Eh bien, à partir de 13 h ce jeudi, vous le voyez, ce sera sans doute défavorable pour les pompiers. Anthony, on l'a beaucoup répété, ce feu est exceptionnel pour plusieurs raisons. Quelles sont en fait ses caractéristiques? Tout simplement déjà sa taille, sa superficie. Regardez, on parle beaucoup de 16 000 hectares. 16 000 hectares, en fait, c'est quoi? Eh bien, c'est 160 km². 160